C'est demain la journée nationale de la souveraineté. Depuis 2 ans, le 14 janvier y est dédié. La démarche, saluée par certains comme un acte de courage, est perçue par d'autres comme une voie semée d'obstacles, notamment socio-économiques. Rôle des médias dans la prévention des tensions en période électorale et l'éducation aux médias et à l'information, c'est le thème d'une série d'ateliers initiés par la Maison de la Presse et l'ambassade américaine au Mali à l'intention des journalistes et des organisations de la société civile. Ligue des champions et Coupe de la CAF, la débâcle totale pour les représentants maliens. Nous y reviendrons en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité au programme de TM1. La journée du 14 janvier a été instituée, Journée nationale de la souveraineté, par les plus hautes autorités en souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 pour dénoncer les sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA au Mali. Les citoyens maliens expriment des avis diversifiés sur la question de la souveraineté de leur pays. D'un côté, la fierté d'un pays retrouvant sa dignité, de l'autre, les défis quotidiens tels que l'insécurité alimentaire et la coupure d'électricité qui continuent de peser sur la population. Ainsi, bien que la souveraineté retrouvée soit vue comme un symbole de liberté, elle reste un processus en cours, marqué par des attentes et des réalités complexes. Les citoyens soutiennent cette quête d'indépendance totale parce que selon eux, ces efforts sont indispensables pour bâtir un pays souverain et maître de son destin. Toutefois, ils reconnaissent que ce chemin n'a pas été exempt de difficultés, notamment face aux embargos sur les armes. Pour d'autres citoyens, cette reconquête d'indépendance n'est pas sans conséquences. Les défis économiques, la vie chère et la coupure d'électricité pèsent sur le quotidien des citoyens. Et de souligner qu'on ne peut pas parler de souveraineté retrouvée quand le pays sous-traite sa défense avec des partenaires étrangers, particulièrement les Russes. Pour eux, des progrès politiques ne suffisent pas à répondre aux besoins quotidiens des Maliens. Sur la question, l'analyste politique Pierre Claver Bakoroba Traoré souligne que la souveraineté doit obéir à plusieurs critères. Quand on parle de l'État souverain, on parle d'une population permanente sur un territoire donné, un gouvernement qui n'est soumis à aucun autre par rapport à ce type de décision, donc un gouvernement qui a la latitude de choisir ses partenaires de façon très indépendante. Une population permanente, je dirais là, il y a quelques soucis, parce que on sait tous aujourd'hui combien de déplacés il y a au Mali. Ce n'est un secret pour personne que nous ne maîtrisons pas complètement notre territoire national. Donc notre souveraineté s'exprime peut-être dans le volet indépendance aujourd'hui de notre État à choisir ses partenaires. Je dirais, ce serait un peu aller vite en besoin pour nous de dire que nous sommes un État souverain. Nous ne le sommes pas complètement. C'est-à-dire, si on doit le prendre en pourcentage, sur une échelle de 100, nous le sommes peut-être à 60, 70 ou plus. La quête de souveraineté du Mali est indéniable, une étape marquante de son histoire récente. Elle inspire fierté et espoir chez de nombreux citoyens, mais elle suscite également des interrogations sur son impact concret. La Journée nationale de la souveraineté retrouvée reflète le renouveau d'un Mali résolu à affirmer son indépendance et à promouvoir un développement autonome. Les États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme se sont clôturés samedi. Plusieurs recommandations ont été formulées visant à redynamiser le patrimoine culturel malien. Aminata Keita nous fait le point. C'est la première fois au Mali qu'une année est dédiée à la culture. Les États généraux du secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme, symbolisés par le concept Fugaba, qui signifie grande vision en bambara, avaient pour but d'identifier les défis qui freinent l'essor des secteurs culturels au Mali. Ces défis s'articulent autour de plusieurs points, dont les plus importants portent sur le manque de financement, car historiquement, les allocations à la culture ne représentent que moins de 2%, l'insuffisance d'infrastructures adaptées, problématique d'accès au marché, une méconnaissance de la culture par bon nombre de Maliens, l'incidence des autres cultures sur la culture malienne, des difficultés liées à la gouvernance des 3 secteurs, artisanat, tourisme, culture, et à la professionnalisation des secteurs, entre autres. À l'issue des travaux des 12 commissions, il a été recommandé l'institution d'un programme national de formation des jeunes aux valeurs citoyennes, l'institutionnalisation de la confrérie des Donso, la création d'une école supérieure de tourisme et d'un centre de formation pour l'artisanat, ou encore la création d'une chaîne de télévision et de radio culturelle au Mali et bien plus. Structurer et professionnaliser les festivals dans le cadre d'un plan global de développement de compétences et de capacités de production. Initier un plan Mamandinga pour le développement des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme à l'instar du plan Marshall avec un fonds
conséquents pour les infrastructures, la création et la diffusion. Augmenter le budget du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme à hauteur de 1% du budget national conformément aux accords de l'Union africaine. Insérer dans les programmes scolaires l'enseignement des instruments de musique traditionnelle depuis le niveau maternel. Créer Mallywood pour le rayonnement de l'infrastructure du cinéma et de l'audiovisuel malien. La restauration des sites historiques, la promotion du patrimoine immatériel, la mise en place de circuits touristiques attractifs et le développement des industries culturelles et créatives font aussi partie des priorités. Les différentes recommandations consisteront les bases d'une nouvelle politique culturelle nationale. Il faut infrastructurer la culture, il faut des gros moyens, il faut soutenir la créativité, il faut soutenir la diffusion. Mais je pense qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que dans le monde, il y a des possibilités, il y a des façons de faire qui n'est forcément pas seulement entre les deux parties prenantes, l'État et les secteurs culturels. Au milieu, il y a le secteur privé, il y a les fonds d'investissement, il y a des mécanismes, il y a des façons de travailler, il y a de l'innovation. L'ensemble de ces recommandations devrait permettre de repenser les secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme afin qu'ils contribuent à la souveraineté culturelle et économique du Mali, qu'ils soient viables mais aussi porteurs et générateurs d'emplois pour ces acteurs. Page noire, l'artiste Adama Namakoro Fomba, affectueusement appelé l'enfant de Dieu, il n'est plus. Il est décédé ce samedi 11 janvier 2025 à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie qui lui avait fait quitter longtemps les scènes. Adama Namakoro Fomba, peu connu du grand public lors de ses débuts au sein de l'orchestre Baniko Jazz, a connu la célébrité en 1995 grâce à ses morceaux fétiches à la Andeme et Kolonjouiri. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamoun Dafé, lui a rendu hommage dans un communiqué. Que son âme repose en paix. Sur un tout autre plan, la Maison de la Presse, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, outille les hommes des médias sur leur rôle dans la prévention des tensions en période électorale. La série de formations cible également les organisations de la société civile. Djeneba Samaki. À l'ère de la diffusion rapide de l'information, le rôle des professionnels des médias n'est pas seulement de rapporter les faits, mais aussi d'agir en tant que gardien de la vérité, favorisant ainsi une citoyenneté informée et engagée. Il est donc crucial de renforcer la capacité des journalistes et des organisations de la société civile à évaluer et transmettre des informations fiables, surtout en période électorale, et contribuer à apaiser les tensions pendant ces périodes. Ces ateliers témoignent de l'engagement des États-Unis en faveur d'une presse libre, responsable et professionnelle, qui joue un rôle central dans le renforcement de la démocratie et la promotion de la paix. La présente rencontre revêt une importance capitale. Elle pose les fondations d'un environnement médiatique où la responsabilité et l'éthique se conjuguent pour soutenir les idéaux de paix, de cohésion sociale et de gouvernance démocratique. Le thème « Rôle des médias dans la prévention des tensions en période électorale et l'éducation aux médias et à l'information » est évocateur. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités de la Maison de la Presse, activités qui consistent à renforcer les capacités des hommes des médias. C'est pourquoi nous avons sollicité et obtenu le soutien et l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali pour former les professionnels des médias et les acteurs de la société civile sur la violence électorale et ensuite sur l'éducation aux médias. Cela permettra d'avoir des acteurs de la vie publique bien outillés pour jouer pleinement leur rôle. En Sud de Bamako, cette série d'ateliers portant sur le rôle des médias dans la prévention des tensions sociopolitiques en période électorale ainsi que sur l'éducation aux médias et à l'information se déroulera dans les villes de Sikasso et Ségou. Promotion de la paix et de la réconciliation au Niger. 124 ex-combattants de Boko Haram, dont 44 mineurs, ont été réintégrés à la vie civile après avoir suivi un programme de déradicalisation dans la région de Difa. Ibrahim Babi.
Vous avez fait le choix de la paix, de la réconciliation et de la reconstruction. Ce choix est non seulement bénéfique pour vous-même, mais également pour vos familles, vos communautés et pour toute la région. Le Niger tente un pari audacieux, offrir une nouvelle vie à 124 anciens membres de Boko Haram. Ces hommes et ces enfants, pour une bonne partie, qui hier encore s'aimaient la terreur, sont désormais engagés dans un processus de réintégration civile après avoir déposé les armes. Mais cette transition soulève des interrogations. Peut-on vraiment effacer un passé de violence et reconstruire l'avenir? Le défi est colossal. Ces ex-combattants devront prouver qu'ils ont changé. Après avoir suivi un programme de déradicalisation dans la région de Difa, des programmes de réhabilitation et des formations sont toujours en cours pour faciliter leur réinsertion. Pourtant, la méfiance reste forte parmi la population locale marquée par des années de souffrance. Par ce geste, le Niger envoie un message clair. La porte de la rédemption est ouverte à ceux qui veulent tourner la page, mais l'équilibre entre pardon et sécurité reste fragile. Pour ces anciens terroristes, le plus dur commence. Regagner la confiance et bâtir une nouvelle identité dans une société qu'ils ont longtemps effrayée. Et on termine avec le sport. Les équipes maliennes dans les compétitions des clubs de football africains ont toutes été tenues en échec dans leurs rencontres respectives. Paulia Pinguesson. Ce dimanche 12 janvier 2025 au stade Modibo Keïta de Bamako, le Djoliba AC affrontait l'Espérance sportive de Tunis dans le cadre du groupe D de la Ligue des Champions. Les rouges et or tunisiens, forts de leur expérience continentale, ont dominé la rencontre et se sont imposés sur le score de 1-0. Cette défaite maintient le Djoliba AC à la dernière place du groupe avec seulement 2 points en 5 matchs. La qualification pour les quarts de finale semble désormais hors de portée, sauf en cas d'un miracle lors de la dernière journée, combiné à des résultats favorables des autres équipes du groupe. Dans la Coupe de la Confédération, le Stade malien a connu un revers similaire. En déplacement en Afrique du Sud, Stellenbosch FC, le match s'est soldé par une défaite 2-0 pour les Blancs de Bamako. Avant cette rencontre, le Stade malien occupait la 3e place du groupe B avec 4 points derrière le RS Bakam 12 points et Stellenbosch FC 6 points. Cette défaite les maintient à 4 points avec une seule journée restante. Pour espérer se qualifier pour les quarts de finale, le Stade malien devra impérativement gagner son dernier match et espérer que Stellenbosch FC ne remporte pas le leur. La différence de but et les critères de départage établis par la CAF pourraient également jouer un rôle décisif. Les défaites simultanées du Djoliba AC et du Stade malien démontrent les défis auxquels sont confrontés les clubs maliens sur la scène continentale. Voilà qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et à demain.